Salut tout le monde, je reviens vous faire un point lecture. En ce début mars, c'est la deuxième fois que je tourne cette vidéo parce que je l'avais fait hier soir, mais en fait je n'en étais pas satisfaite, j'étais trop fatiguée quand je l'avais tournée et j'expliquais mal ce que je voulais dire. Donc nous allons recommencer. Alors dans ce point lecture, je vais vous montrer mes toutes dernières lectures de 2019 parce que ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait un point lecture. Et mes premières lectures de 2020, sachant qu'il n'y en a pas beaucoup parce que mon rythme a été vraiment pas terrible ces dernières semaines. Étant donné que je suis concentrée sur la fin de la rédaction du 4e tome des Fauves, il me reste encore quelques scènes à écrire et du coup c'est toujours ça qui passe en priorité par rapport à la lecture. Et en fait je n'ai pas assez d'énergie pour faire des grosses sessions d'écriture et des grosses sessions de lecture après, puisque la lecture c'est quelque chose qui me demande un petit peu de concentration. C'est pas... Pour moi la lecture c'est pas une activité qu'on fait juste comme ça pour se détendre, en fait c'est quelque chose qui me demande de la concentration. Bref, donc je ne peux pas faire ça quand je suis trop fatiguée. Donc voilà, on va commencer tout de suite avec mes dernières lectures de 2019. Tout d'abord, j'ai lu le magazine Historia sur Game of Thrones que je vous présentais lors d'une précédente vidéo. Donc je vous avais déjà un petit peu expliqué en quoi ça consiste. Bon, c'était intéressant. Après, il faut avoir vu au moins les 7 premières saisons avant de lire ce magazine, puisqu'il y a de très gros spoilers. Donc surtout si vous n'avez pas vu toutes les saisons et que vous n'avez pas envie d'être spoilé, abstenez-vous de regarder parce que voilà, il y a vraiment de grosses révélations sur l'intrigue, puisqu'en fait les différents articles analysent un certain nombre d'éléments de l'univers, mais aussi des personnages, de l'intrigue, de leur destin, etc. Donc forcément il y a des spoilers. Après à côté de ça c'était fort intéressant, puisque donc il y a beaucoup de points différents qui sont abordés, où à chaque fois on a donc des explications à la fois sur l'univers de Westeros et sur les faits historiques réels qui ont inspiré George R. Martin pour l'écriture de sa série, ou qui l'auraient vraisemblablement inspiré. Donc du coup c'était assez intéressant, et puis il y a toute une analyse un petit peu sociologique en fait de la série, des différents personnages, de leur caractère, de leur destin. Il y a une analyse aussi de l'univers en général de Westeros, de sa géographie, de son climat, etc. Donc voilà, là on a un petit rappel de la généalogie des grandes maisons. Donc tout ça était fort intéressant. Après il faut connaître un petit peu quand même l'univers de Game of Thrones, au moins avoir vu la série comme je disais, pour bien tout comprendre, parce que c'est vrai que si vous connaissez pas l'univers, ça va sans doute pas trop vous intéresser, vous n'allez pas avoir assez de références je pense pour savoir exactement de quoi on parle dans tous les articles. Après, à la fin de ce magazine, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il y a un petit dossier qui n'a rien à voir avec Game of Thrones, mais qui a été très intéressant. Ça s'appelle Idées reçues sur le Moyen-Âge. Et en fait, à chaque page, on nous présente un personnage du Moyen-Âge et donc une idée reçue sur lui, et on les explique pourquoi cette idée reçue est fausse. Donc par exemple, là en premier, on a idée reçue numéro 1, Clovis se serait converti par conviction religieuse. Idée reçue numéro 2, Dagobert aurait mis sa culotte à l'envers. Et donc à chaque fois, on a donc une explication qui nous explique d'où vient ce préjugé, pourquoi est-ce que donc c'est juste un préjugé et pas la réalité, et on a en même temps une petite explication sur la vie de ce personnage. Donc là c'est pas du tout dans le registre de la fiction, c'est vraiment un petit dossier sur des personnages historiques, voilà, mais que j'ai trouvé très intéressant. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait, comme à chaque fois ça ne fait qu'une seule page, c'est pas lourdingue à lire en fait. Donc il y en a, je sais pas combien il y en a exactement, un petit nombre quand même. Et donc en fait c'est chronologique, donc ça commence avec Clovis et ça termine par Christophe Colomb. Donc voilà, c'est un assez bon moyen de découvrir plusieurs personnages importants de l'histoire, et des petites anecdotes sur leur vie et sur leurs œuvres, si je peux dire. Donc voilà, un magazine que j'ai bien aimé, qui était intéressant. Ensuite, après ça, j'ai terminé l'année 2019 avec 2 bandes dessinées qui en fait sont 2 tomes d'une mini-série que j'avais eue pour Noël. Il s'agit de la série The Dark Prince Charming, qui est dans l'univers de Batman. Donc c'est aux éditions d'Argo, et c'est écrit et dessiné par Enrico Marini. Donc là c'est le tome 1 et ici on a le tome 2. Donc comme vous pouvez le voir, c'est une mini-histoire dans l'univers de Batman qui va notamment mettre en scène Batman évidemment,
et le Joker, mais également deux autres personnages connus que sont Catwoman et Harley Quinn, et plusieurs autres personnages secondaires. Donc, pour vous résumer rapidement l'intrigue, en fait, donc Bruce Wayne, donc Batman, va un jour être contacté par une femme qui affirme qu'ils ont eu une relation il y a plusieurs années et qu'une fille est née de cette relation, sauf que donc, Bruce Wayne n'était pas au courant et d'un coup la mère débarque et lui présente une fille qui a 9 ou 10 ans en lui disant bah voilà c'est ta fille et elle réclame de l'argent en fait pour la dédommager de s'être occupée de sa fille toute seule pendant toutes ces années. Et donc Bruce Wayne au début bon bah il n'est pas très emballé parce que voilà il n'a pas de preuve que c'est vraiment sa fille ou quoi que ce soit, donc il envoie un peu promener la dame. Sauf que le Joker entend parler de cette histoire qui a été relayée par les médias et il va décider d'enlever la petite fille et de demander à Bruce Wayne une rançon en échange. Et donc Bruce Wayne Batman va intervenir pour essayer de sauver la petite fille des mains du Joker. Voilà, en gros l'histoire c'est ça, donc c'est vraiment très court, hein, ça tient en 2 tomes. Et concernant l'intrigue, du coup elle est assez basique. C'est vrai que bon, c'est pas. Si vous recherchez une histoire vraiment complexe, avec beaucoup de profondeur, etc., c'est pas forcément cette série-là qu'il vous faut, parce que donc. En gros, là, je viens vraiment de vous résumer le point central de l'histoire, et en fait, c'est juste ça, c'est juste l'histoire avec cette petite fille que Batman va essayer de sauver, et il se passe pas beaucoup d'autres choses en plus. Donc voilà, c'est une intrigue très simpliste, peut-être un peu trop. Personnellement, j'ai trouvé que le dénouement était un peu facile et j'étais assez déçue par le dénouement, à vrai dire. Néanmoins, j'ai quand même passé d'agréables moments avec cette bande dessinée parce que les dessins sont vraiment très très beaux. Déjà avec les couvertures, on voit qu'on est dans quelque chose d'assez classe. Et à l'intérieur, ça se vérifie. J'ai vraiment beaucoup aimé les graphismes de cette série. Alors, j'essaie de vous trouver une page où il n'y a pas de spoiler. Donc là, par exemple, on a une scène avec le Joker et Harley Quinn. Donc, voilà un petit peu le style de dessin. Et on a aussi parfois des pages où on a qui ne sont pas divisées en cases, mais on a un grand dessin sur toute une page. Donc c'est très joli aussi. Je vais essayer de vous en retrouver une. Voilà par exemple ici avec Catwoman. Donc voilà, parfois on a des dessins en grand format comme ça. Et donc là je vous ai montré des scènes qui se passaient plutôt dans l'obscurité, mais on a aussi d'autres nuances de couleurs. Donc là par exemple on est plus dans les tons bleus. Voilà, je vous montre pas trop parce que je veux pas vous spoiler sans faire exprès. Donc voilà, au niveau des graphismes, c'est vraiment très très beau. Par contre, donc, comme je le disais, au niveau de l'intrigue, c'était un peu simple. Et j'ai été un petit peu déçue par certains personnages. Le Joker, dans le premier tome, j'ai trouvé qu'il était vraiment sympa. Il est assez original dans le sens où il n'est pas présenté comme vraiment un méchant, disons qu'il est un peu méchant quand même, mais il a un côté un peu clownesque en fait, il y a un côté assez humoristique que je trouvais assez intéressant. Et franchement, ils lui ont fait une tête super réussie sur cette couverture, j'aime beaucoup. Donc voilà, dans le premier tome, c'est un personnage qui m'a vraiment bien plu. Par contre, dans le second tome, j'ai trouvé que son personnage perdait un peu de sa force. Et c'est notamment au niveau du dénouement que j'ai été un petit peu déçue par la voix que l'auteur avait fait prendre à ce personnage qui à mon sens l'affaiblissait un peu en fait sur la fin. Voilà, je peux pas trop en dire, mais donc il y a eu ça qui m'a un peu gênée. Et c'est aussi surtout au niveau des personnages féminins que j'ai trouvé que c'était très cliché. Catwoman et Harley Quinn, elles sont vraiment présentées d'une manière que j'ai trouvé un peu bateau et très caricaturale, c'est-à-dire qu'elles sont hyper sexualisées. Bon alors après c'est quelque chose qu'on retrouve assez souvent dans ce type d'univers, mais voilà, l'auteur aurait pu peut-être essayer de s'écarter un petit peu de ça, mais en l'occurrence il est resté vraiment à fond dans le cliché. Et surtout Harley Quinn en fait, elle est vraiment présentée comme le personnage de la blonde complètement stupide. Et elle est vraiment présentée comme une idiote, mais à un point que c'en est limite dégradant en fait pour son personnage. Et je trouvais que c'était très dommage parce que Harley Quinn c'est un personnage que je trouve vraiment intéressant, qui à mon sens mériterait d'être développé, d'être pas mal développé. Et là elle a vraiment le rôle de la potiche qui est complètement à côté de la plaque et qui est juste là pour faire des caprices, se comporter comme une enfant de 5 ans
et porter des mini-jupes et avoir des gros seins quoi. En gros c'est vraiment à ça que se résume son personnage et j'ai été très déçue par cet aspect là parce que clairement il y avait autre chose à faire avec Harley Quinn que ça quoi. Donc voilà, du coup c'est une mini-série qui a des avantages, enfin des avantages, des bons points on va dire dans le sens où elle est très belle visuellement, c'est vraiment des beaux objets avec des beaux dessins, mais j'ai trouvé quelques défauts au niveau de l'intrigue et du traitement des personnages. Donc voilà, après si vous voulez avoir une introduction un petit peu à l'univers de Batman, ça reste sympa à lire, voilà, c'est assez divertissant. Par contre si vous cherchez quelque chose de plus complexe et de plus fouillé, ça risque peut-être de pas trop vous satisfaire parce que comme je le disais, ça reste un petit peu superficiel sur certains points. Voilà. Donc ça c'était mes dernières lectures de l'année 2019. En 2020, j'ai très mal commencé parce que j'ai fait une bêtise, c'est-à-dire que j'étais pleine d'enthousiasme, machin. Je me suis dit je vais commencer l'année en lisant un gros roman en anglais. Sauf qu'en fait c'était une période où j'avais un voyage scolaire avec le master, j'avais des choses à faire, j'étais donc encore déjà dans l'écriture des fauves, etc. Et en fait j'ai été très fatiguée sur le mois de janvier et du coup je n'avais vraiment pas la motivation de lire en anglais. C'est-à-dire que j'ai essayé quand même, hein, j'ai lu les 40 premières pages du roman que j'avais commencé et vraiment j'arrivais pas à avancer, mais pas du tout du tout. J'avais juste pas l'énergie de lire en anglais et c'était pas possible. Donc je suis restée coincée en fait pendant tout le mois de janvier à lire 40 pages. Et c'est seulement au bout d'un mois que je me suis dit bon là ça sert à rien d'insister, ce livre là je le reprendrai plus tard quand je serai en meilleure forme et que j'aurai plus de capacité de concentration pour lire en anglais. Et donc je suis passée sur une nouvelle lecture seulement en février, donc voilà, résultat en janvier j'ai rien lu du tout. En février j'ai lu un seul livre parce que j'ai un peu traîné aussi. Et là en mars je suis en cours de lecture d'un livre que j'ai commencé en février et que je vais finir en mars, bref. Donc le livre que j'ai lu et fini en février c'est L'étranger de Albert Camus. Donc ça faisait partie des reliques de ma wishlist, donc je suis contente de l'avoir enfin acheté et enfin lu. Je l'ai choisi pour cette raison, mais aussi parce qu'il est très court, qu'à l'intérieur c'est écrit gros avec des chapitres qui sont également très courts. Donc je me suis dit que ça allait se lire vite. Et en plus de Albert Camus, j'ai déjà lu il y a quelques années son roman La Peste que j'avais beaucoup aimé. Et donc j'avais envie de lire un autre livre de cet auteur, et comme celui-là il est hyper méga connu, je me suis dit allez, il faut que je me décide. Et j'ai bien fait parce que j'ai adoré ce livre. Pourtant c'est une intrigue qui est là encore très simple, il se passe pas tant de choses que ça dans ce livre, mais j'ai été beaucoup touchée par cette histoire puisqu'en fait on va suivre un narrateur qui je pense a une trentaine d'années à peu près, qui vit à Alger dans ce qui doit être les années 50 sans doute, à mon avis, et qui a une vie tout à fait banale. Donc c'est quelqu'un qui travaille dans un bureau, qui vit dans un petit appartement un peu moyen, il n'est pas dans la misère mais il n'est pas très riche non plus. C'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup de relations sociales, qui n'a pas vraiment de famille, qui est très solitaire, enfin qui côtoie quelques personnes mais pas plus que ça. Et en fait sa particularité c'est qu'il n'a pas du tout d'empathie pour les autres. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un de méchant qui veut le mal d'autrui, mais il n'a vraiment aucune compassion pour les autres. Il n'a pas beaucoup de sentiments envers eux, il n'accorde pas trop d'importance à leur existence en fait, si je puis dire. C'est-à-dire que même s'il a des relations qu'on pourrait qualifier de relations d'amitié et même relations amoureuses, pour lui ça reste toujours très très plat en fait. Il n'a pas vraiment de passion pour les gens, qu'ils soient là ou qu'ils soient pas là, finalement. Bon, voilà, pour lui on a l'impression que tout lui est un petit peu égal. Et donc du coup cette personnalité particulière qu'il a fait que comme c'est lui le narrateur, on est tout au long du livre d'un point de vue qui est assez inhabituel par rapport à ce qu'on peut voir avec d'autres personnages un peu plus classiques on va dire. Et en fait ce qui va se passer c'est qu'un jour ce narrateur va se retrouver aux prises avec la justice suite à un événement que je ne vais pas raconter ici parce que sinon ça va vous spoiler la moitié de l'histoire. Mais donc voilà, il va se retrouver aux prises avec la justice et à partir de là il va y avoir toute une réflexion sur le sentiment de culpabilité, sur la justice, sur la notion de punition, de toutes ces questions-là, et aussi sur la question de la différence, puisque donc le titre vient du fait que ce narrateur, en fait, j'arrête pas de dire fait,
que ce narrateur, du fait de sa personnalité particulière, va être considéré par les autres comme un peu comme un étranger en fait, comme quelqu'un de autre, de différent, qui ne s'accorde pas du tout à la norme. Et en fait ça va cristalliser toutes sortes de haine contre lui. Et il va y avoir toute une réflexion par rapport à ça en fait, à la haine des personnes qui ne correspondent pas à la norme, à la haine de la différence. Et ça c'est une réflexion qui donc est très importante dans ce roman-là et qui est abordée avec beaucoup de justesse. Ce que j'aime bien avec Albert Camus, en tout cas dans les 2 romans que j'ai lus de lui jusqu'à présent, c'est que son style est très sobre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fioritures, il n'y a pas de grands effets poétiques ou de choses comme ça, mais il est quand même très beau et il arrive à avoir beaucoup de force avec un style très sobre en fait, c'est-à-dire qu'il va droit au but, il pose les choses telles qu'elles sont. Et ça n'empêche pas qu'il y ait de la poésie quand je dis que c'est pas ultra poétique, etc. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas grandiloquent. Après, il y a quand même des passages qui sont très beaux, qui sont pleins de sensibilité. Et en fait, le style de Albert Camus me rappelle un petit peu celui de John Steinbeck, pour ce côté-là, en fait, ce côté assez... j'arrête pas de dire sobre, mais je trouve pas de synonyme. Mais donc voilà, ce style particulier me fait penser un peu à John Steinbeck, et moi j'aime vraiment beaucoup. Et toutes les réflexions qui sont amenées dans ce roman, elles sont vraiment très bien amenées en fait. Le choix des mots est bien réfléchi et il y a beaucoup de profondeur. L'auteur fait passer beaucoup de réflexions et beaucoup d'émotions en assez peu de phrases. Comme je le disais, il va vraiment droit au but et il a des réflexions qui sont vraiment assez profondes sur pas mal de sujets. Et moi j'ai été très touchée, notamment par la fin. Le dernier chapitre et notamment les dernières lignes m'ont vraiment beaucoup émue. J'ai trouvé qu'elles étaient très fortes et très poignantes. Et donc voilà, je dirais que ça a été un quasi coup de cœur. Je pense que ça aurait pu être un coup de cœur peut-être si ça avait été un peu plus long et que j'avais eu plus le temps de m'attacher au personnage peut-être. Mais finalement le fait que ce soit court en soi ça m'a pas non plus dérangé. Je trouvais que c'était justement que c'était un roman qui était assez percutant, qui se lit vite et qui marque pas mal à la fin. Puisque c'est une histoire qui va se révéler assez cruelle en fait. C'est un récit qui est plutôt tragique où il y a pas beaucoup d'espoir, pas beaucoup de sentiments positifs, mais qui du coup est très poignant. Donc maintenant je sais que tout le monde n'a pas cet avis, je sais que pas mal de gens trouvent ce livre très ennuyeux parce que voilà, il se passe pas énormément de choses. Puis comme le narrateur n'est pas très attachant du fait de sa relative insensibilité, je dirais, je sais qu'il y a pas mal de gens qui n'arrivent pas du tout à accrocher à ce livre. Et c'est vraiment, je pense, une question de sensibilité personnelle de chacun. Moi, en tout cas, j'ai été très sensible à cette histoire, au destin de ce personnage et à toutes les questions qui sont abordées dans ce livre. Donc voilà, je vous conseille sa lecture parce que c'est très court et puis je pense que c'est le type de livre où il faut vraiment se faire son avis soi-même sans forcément lire les critiques d'autres personnes, parce que je pense que c'est un livre qui sera vraiment vécu différemment en fonction du vécu de chacun et de la sensibilité de chacun. Donc voilà, je vous le conseille et pour moi en tout cas ça m'a permis de commencer l'année sur une très belle découverte après avoir un peu galéré en janvier. Voilà. Et je lirai d'autres livres d'Albert Camus, c'est certain. Donc maintenant, ce que je suis en train de lire, j'ai commencé un roman qui n'a rien à voir, que j'ai acheté un petit peu sur un coup de tête, parce que j'en avais jamais entendu parler avant, ni du livre ni de l'auteur. Je l'ai vu par hasard dans une librairie et il a fallu que je l'achète. Je ne sais pas, ce livre m'a hantée en fait sur le moment. Je l'ai vu, je l'ai beaucoup regardé, mais je ne l'avais pas pris sur le coup. Et en fait, pendant les jours qui ont suivi, je n'ai pas arrêté de penser à ce livre. Vraiment, il m'obsédait. Et je me disais, mais je veux lire ça, je veux le lire. Et donc, du coup, je suis retournée à la librairie un certain temps plus tard et je l'ai pris. Il s'agit de Crépuscule sanglant de James Carlos Blake. C'est aux éditions Gallmeister. Vous aurez peut-être reconnu ce style de couverture très particulier, enfin caractéristique de ces éditions-là, que moi j'adore personnellement. En fait, dans la librairie où je vais quand je suis à Nancy, ils ont cet étal où ils présentent beaucoup de livres à chaque fois des éditions Gallmeister. C'est la maison d'édition qui a publié L'Obscure clarté de l'air, qui a été ma meilleure lecture de 2019, dont je vous ai récemment parlé. Et donc à chaque fois que je vais dans cette librairie, je vais voir l'étal où il y a les Gallmeister et je regarde toutes les magnifiques couvertures et je me dis que je veux absolument lire tous ces livres. Et voilà, mais celui-là en particulier m'avait
tellement interpellée que voilà, il n'était pas sur ma wishlist ni rien, mais je l'ai pris, et puis là j'en suis à la page 382 sur 544 il me semble. Donc je l'ai bientôt fini, hein, j'en suis au dernier quart on va dire. Et j'aime beaucoup cette lecture. Donc Crépuscule sanglant, c'est un western qui se passe dans les années 1840, où on va suivre le destin de deux adolescents, donc Edward et John, qui sont frères, qui au début de l'histoire ont 16 ans. Enfin, au tout début de l'histoire, on les suit un petit peu lorsqu'ils sont enfants, mais le gros du récit se passe à partir de 16 ans, et ensuite on les suit sur plus d'un an. Donc là, à l'époque où j'en suis, ils ont 17 ans. Je sais pas si on va les suivre encore plus vieux, vu que j'arrive vers la fin, mais voilà. Donc c'est deux jeunes hommes qui vont vivre une tragédie familiale, puisqu'en fait ils naissent en Géorgie, si je me souviens bien. Donc ça se passe aux États-Unis, hein, voilà, western, machin. Ils naissent en Géorgie, et puis leur famille va ensuite déménager en Floride. Et en fait là-bas, leurs parents vont avoir une relation très conflictuelle, puisqu'en fait leur père est quelqu'un d'assez violent, qui est connu pour avoir déjà assassiné au moins une personne et être quelqu'un d'assez brutal, etc. Qui est également très brutal avec sa femme. Et donc sa femme, donc la mère des deux héros, a une personnalité, en fait elle va devenir un peu folle à force d'être maltraitée par son mari. Et donc un jour il va y avoir un très gros problème, leur père va un peu péter un câble, et en fait l'un des fils va être obligé de l'abattre d'une balle dans la tête pour protéger son frère, parce qu'en fait son père s'apprêtait à tuer son frère, et donc l'un des fils l'abat. Après ça, leur mère s'enfuit. Ils ont également une petite sœur qui a disparu mystérieusement quelques jours plus tôt. Et donc les deux frères se retrouvent tout seuls. Donc voilà, leur sœur a disparu, leur mère a disparu, leur père est mort. Et donc ils décident de partir faire leur vie ailleurs. Et en fait, ils vont entamer un périple vers le Texas, puisque tout le monde raconte que le Texas c'est une terre pleine de richesses, où n'importe qui peut devenir propriétaire terrien et faire fortune, etc. Donc ils vont être attirés par ça et ils vont décider de se lancer dans cette aventure, et donc ils vont descendre ils vont faire un long périple dans le sud des États-Unis et finalement au Mexique, dans une atmosphère de grande tension, puisqu'à cette époque-là, les États-Unis sont en guerre contre le Mexique pour l'établissement de la frontière, en fait, qui n'est pas encore complètement établie. Et donc c'est un environnement assez tendu. Donc je dirais que c'est une sorte de roman initiatique, puisque donc on va suivre ces deux adolescents tout au long de leur périple, où il va leur arriver pas mal d'expériences pour la première fois, et c'est le périple qui va faire d'eux des hommes, entre guillemets, si on veut dire ça avec une phrase un peu toute faite. Et la particularité de ce western, c'est qu'il est très très violent. Donc pour vous dire, il n'y a pas un chapitre où il ne se passe pas au moins un meurtre ou une mutilation ou un viol ou quelque chose comme ça. Donc voilà, il faut le savoir, c'est un livre plutôt pour public averti, parce que certaines scènes sont vraiment très très trash. Et c'est comme ça tout du long en fait. C'est un univers ultra violent de bout en bout. C'est un livre complètement immoral qui assume parfaitement son immoralité. Et du coup il y a vraiment plein de scènes qui sont hyper sadiques en fait, si je puis dire. Et voilà, c'est un peu, je dirais pas que c'est le but de ce livre, mais ça fait partie du truc en fait. Le côté violent et sadique, c'est vraiment, c'est un peu l'âme de ce roman, si je puis dire. Donc à déconseiller aux personnes sensibles. Maintenant, ce que je trouve très intéressant dans ce livre, c'est que les deux anti-héros, donc qui s'appellent John et Edward, justement ce sont des vrais anti-héros, c'est-à-dire que c'est des personnages qui sont très ambivalents, qui ne sont pas foncièrement méchants, mais qui évoluent dans un monde tellement violent et tellement hostile que leur notion du bien et du mal est assez floue finalement. Et donc ils vont être amenés à commettre toutes sortes de crimes, à être eux-mêmes très violents, parfois même franchement sadiques, et à faire toutes sortes de choses totalement immorales que je ne décrirai pas ici. Mais en même temps, ils sont pas complètement méchants, si vous voyez ce que je veux dire. Ils ont quand même
ils ont quand même des valeurs morales malgré tout. Ils sont aussi capables de faire preuve de générosité. Ils ont une très forte solidarité entre eux, envers leur sœur aussi, qu'ils essayent de retrouver suite à sa disparition. Et donc du coup voilà, c'est des personnages qui sont très ambivalents, qui sont capables du pire comme du meilleur en fait, si je puis dire. Et je suis notamment très intéressée par le personnage de Edward, puisqu'en fait tous les deux s'interrogent pas mal sur la notion de bien et de mal, en fait, justement, sur la notion de culpabilité. Parfois ils se demandent si les actes qu'ils commettent sont condamnables ou pas, et est-ce qu'ils devraient se sentir coupables ou pas. Et ça c'est une question qui est notamment pas mal développée avec le personnage de Edward, qui a une attirance naturelle pour le mal. C'est-à-dire que dans le cas de son frère John commet des actes violents, mais c'est plus par nécessité et par question de survie. Alors que chez Edward, on a vraiment une attirance pour le mal, c'est-à-dire qu'il a un tempérament qui est un petit peu sadique quand même, et il s'interroge un petit peu sur ça. Il y a toute une réflexion qui est faite par rapport à ça. Donc comme je le disais, la frontière entre le bien et le mal qui n'est pas très claire, la notion de sadisme, l'attirance pour la violence, etc. Et je trouve que c'est vraiment intéressant d'avoir ces réflexions-là dans un roman. Et ce qui est bien fait aussi, c'est qu'au niveau historique, c'est assez recherché, donc on est vraiment dans l'ambiance western des années 1840, il y a beaucoup de détails sur la vie quotidienne, les chevaux, les différents types d'armes, la nature environnante qui a une place assez grande, les animaux qu'ils croisent pendant leur périple, etc. Il y a vraiment tout un univers assez détaillé qui est bien construit et qui fait qu'on est vraiment dans l'ambiance. Après, certaines descriptions sont un petit peu répétitives parfois quand même au bout d'un moment. Mais bon, malgré ça, c'est un roman que je prends beaucoup de plaisir à lire, même si parfois il y a des scènes qui se répètent un petit peu, mais en fait, si vous voulez, c'est le type d'histoire dont j'avais envie. C'est-à-dire que moi, quand j'ai un peu une panne de lecture ou un moment où j'ai un peu de mal à lire, comme par exemple en ce début d'année 2020, j'aime bien en fait avoir des romans, si vous voulez, qui soient assez costauds, qui envoient du lourd et où ça déménage un peu, quoi. Et donc ce type de roman-là, bah, ça correspond parfaitement, justement parce que c'est très intense, voilà, c'est un roman costaud où ça rigole pas, et j'avais envie de ça en fait, voilà. Donc du coup ça correspond parfaitement à ce que je recherchais. Maintenant c'est sûr que ça ne correspondra pas à tout le monde, parce que clairement je pense que la violence pourrait vraiment gêner pas mal de personnes parce qu'elle est très très marquée. Mais si vous avez envie d'un western un peu costaud et que vous n'êtes pas gêné par le côté très amoral et puis aussi par le côté assez machiste, puisque il y a quelques personnages féminins qui sont très forts dans ce récit, mais globalement les femmes sont quand même pas mal maltraitées tout au long du récit. Il y a beaucoup de scènes de viol, beaucoup de personnages de prostituées, beaucoup d'histoires de mutilation sexuelle, de violences sexuelles, etc. Donc c'est assez... voilà. Mais si vous n'êtes pas gêné outre mesure par tout ça et que vous avez envie d'un roman un peu méchant entre guillemets, eh ben ça pourrait vous plaire, parce que au-delà du côté très spectaculaire et un peu divertissement on va dire, c'est quand même bien écrit, comme je le disais, c'est bien recherché sur le plan historique et il y a des réflexions intéressantes sur un certain nombre de sujets. Donc voilà, moi j'aime bien, j'ai assez hâte de voir comment ça va se terminer, parce que pour l'instant j'avoue que je ne vois pas du tout quel type de dénouement va avoir cette histoire. Et donc je vous en reparlerai rapidement quand je l'aurai fini. Voilà, je pense que cette vidéo est très longue. Oh mon dieu, 28 minutes. Je vais m'arrêter tout de suite. Pardon. Et donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!